Bonjour à tous. Comme prévu, nous nous retrouvons dans le restaurant du grand chef Christian Constant. Nous sommes aux Cocottes, très précisément. Bonjour Christian, bonjour chef Constant d'ailleurs. Bonjour, on peut dire bonjour Christian, ça ira très bien. Alors j'ai entendu dire que tout le monde vous appelle chef Constant quand même. Oui, et certains même m'appellent Monsieur Constant, et ça me fait un peu, ça fait un petit peu prétentieux, mais ça me vieillit aussi. D'accord. Donc Christian, finalement, ça vous rajeunit. Voilà, alors on va y aller pour Christian alors aujourd'hui. Donc bienvenue à tous, comme vous le savez, on vous attend en direct, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On a le chef Constant, Christian nous fait un honneur vraiment de nous accueillir dans ses cuisines, de partager son parcours. Je vous rappelle le principe du live. Je ne suis pas journaliste, donc moi je le fais avec le cœur et je reçois des personnes inspirantes et je vous avoue qu'en travaillant cette interview, en travaillant ce moment partagé, cette rencontre avec le chef Constant, j'ai pu percevoir la puissance de son parcours, de la richesse vraiment, de son expérience et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est ce qu'on a envie de partager avec vous aujourd'hui. Eh bien moi j'avais envie de commencer d'abord par la base. Aujourd'hui, donc, vous avez une belle réussite. Donc là, on est aux Cocottes à Paris. Oui. Donc, il y a plusieurs cocottes. Oui. Voilà. Juste à côté, il y a le Violon d'Ingres. Oui. Fabuleux restaurant. Moi, j'ai eu la chance d'y déjeuner. Et je vous invite tous à venir découvrir cet univers culinaire fabuleux. Mais avant d'en arriver là, retour aux sources. Vous êtes montalbanais. Oui, d'origine, issu d'une famille de 5 enfants. Exact. Donc, famille nombreuse. Voilà. Un papa chef adjudant. Adjudant-chef en gendarmerie. Voilà. Et une maman. Mais elle était à la maison, elle s'occupait des enfants. Elle avait du travail. Denise, exactement. Qui est toujours vivante et qui a 98 ans. Qui a 98 ans. Denise, si vous nous regardez a posteriori, on vous embrasse. Qu'est-ce que c'est quoi la richesse de cette éducation, de cette enfance, finalement une enfance terroir, une enfance familiale, quand même famille nombreuse. Quelles sont les valeurs que cela vous a apporté dans votre carrière en fait? Les valeurs, disons qu'il y avait un esprit de famille déjà. On mangeait tous ensemble. Ma mère faisait de la cuisine, de la bonne cuisine. Quand on rentrait à la maison, ça sentait bon. Ça sentait la daube, ça sentait les ragoûts, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, on était 5 de famille, donc il fallait qu'elle soit déjà maligne pour cuisiner, le budget était très serré, les plats, elle arrivait à les raccommoder le soir, vous voyez, elle arrivait à ajuster avec ses moyens. C'est ça un petit peu qui m'a donné déjà l'envie de faire ce métier, et puis vous savez, c'est passionnant quand vous êtes... Il n'y avait pas la télévision, très peu, il n'y avait pas de téléphone. Donc, on communiquait beaucoup aux familles et on est très solidaires. Et je pense que ça m'a fait du bien pour continuer ma carrière. Et un ancrage très fort, donc avec de la générosité, du partage, de la simplicité aussi finalement. Tout à fait, la simplicité, c'est quelque chose qui... on a les bases, quoi. On se souvient d'où on vient. Et dans toute ma carrière, je me souviendrai de ça, quoi. Des vraies valeurs. On n'est pas grand-chose tout seul. C'est vrai. Mais quand on a une famille qui vous aide et qui vous suit, c'est énorme. Après, quand vous partez très jeune, c'est dur de laisser sa famille. Quand on était... Vous êtes parti très jeune. À l'âge de 14 ans, à peu près 14-15 ans, je suis parti, enfin disons que j'ai quitté le cocon familial, je suis parti en apprentissage. Pour partir en apprentissage. Voilà. Vous êtes parti où en apprentissage? À Montauban, c'était pas loin, donc je partais le matin de bonne heure, je rentrais soir, j'avais un vélo le soir, il n'y a pas trop de lumière, je balisais un petit peu, je pédalais assez vite pour rentrer à la maison. Pour rentrer plus vite. Voilà. Et puis un bel apprentissage, vous savez, ça c'est génial de pouvoir travailler dans des maisons où on fabriquait tout nous-mêmes. C'était un plaisir de voir des produits que je ne pouvais pas travailler à la maison, que l'on n'avait jamais mangé. C'est vrai, des langoustines, des Saint-Jacques, on ne connaissait pas tout ça. Et pouvoir créer ou partager des produits qu'on n'avait jamais touchés, c'était quelque chose de génial. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a marqué en explorant un peu votre parcours, c'est que finalement la cuisine, alors moi je me suis dit, le chef Constant, la cuisine c'était sa passion.
La daube de Denise l'a inspiré et il a eu envie de faire de la cuisine. Et en fait, c'était pas si évident que ça. J'ai lu que c'était plus ou moins un ami à vous qui vous a un peu orienté vers là, mais c'était pas une évidence, ça n'a pas été une passion à la base. Non, la passion à la base, disons que j'étais pas bon à l'école, j'étais plutôt plus près de la sortie que de l'entrée. Je travaillais pas très bien. Il y a ma sœur qui me faisait faire les devoirs toujours. Moi, j'étais pas vraiment passionné. L'avant-dernier. L'avant-dernier. Et ma passion, c'était plutôt de m'amuser, de jouer au ballon, de jouer au rugby. Ça me plaisait. Et donc, les devoirs, tout ça, c'était hors sujet pour moi. C'était du temps de perdu. C'était pas assez concret. Non. Et puis, ça ne me passionnait pas. Il n'y avait qu'une chose qui me passionnait. C'était les copains, le rugby. Et justement, j'avais un copain qui jouait au rugby avec moi. Et son père avait un restaurant. Et là, j'y passais des heures avec lui. Il s'appelait Patrick Albert. Son restaurant s'appelle Le Chapon Fait. Je crois qu'il n'existe plus, malheureusement. Et là, j'ai eu aussi un petit déclic. Quand je rentrais dans ce restaurant, ça sentait bon. Vous voyez, ça sentait, on disait le graillot. Moi, quand je rentrais chez moi, il disait, ah, tu sens le graillot. Alors que moi, cette odeur, déjà, me plaisait. Voilà. Et je crois que ça, c'est important. Ça a été un petit déclic. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'avoir un oncle qui était primeur. Je me levais de bonne heure le matin, j'allais l'aider au marché. On partait d'Agen, on allait en camion jusqu'à Pau. Et là, on déchargeait les légumes. Je me levais à 2h du matin. Il y avait le contact avec les produits. Vous avez fait ça très jeune? Très jeune. Moi, j'avais 10-12 ans, j'allais l'aider pendant les vacances. Après, voilà, j'avais le contact avec les produits et puis avec les gens. Parce que aussi, c'est important de communiquer, d'avoir les gens en face de vous qui disent « Oh, ce jeune, il est bien, il est vaillant », ça vous motive. Ça, par la suite, ça me servira pour mon métier, quoi. Et puis, j'ai aussi fait, pendant mes vacances, dans une petite épicerie. Je ne savais pas compter, il m'a mis devant une balance, là. Ce n'était pas des balances électroniques. Il fallait peser la viande. Bon, je pense qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas dû payer très cher. Hein. Il y en a d'autres qui ont peut-être payé un peu plus. Mais bon, ça m'a appris, ça m'a formé. Alors qu'à l'école, disons qu'en 5 minutes, j'avais compris le système. Alors qu'à l'école, il m'aurait fallu des moments pour arriver à un résultat. D'accord. Et donc, du coup, la passion, elle est venue comment? Mais la passion, elle est venue au fil du temps, quoi. En apprentissage, quand j'avais un maître d'apprentissage, on était 3 apprentis, on touchait les produits. Et puis, vous savez, la passion, vous l'avez plus tard. J'ai fait ce métier, j'aurais pu faire un autre métier. C'est ce que vous m'aviez dit. Ouais, j'aurais pu faire menuisier surtout des métiers de bouche. Je pense que, métiers de bouche. Voilà, pas forcément des métiers manuels, mais surtout des métiers de bouche. J'aurais pu être pâtissier, boulanger, charcutier, tout ça, ça me plaisait. Et donc la passion vient plus tard avec l'expérience, parce que la passion, vous l'avez pas au début, vous savez pas faire, même si on vous montre découper une volaille ou quelque chose. Au début, vous travaillez mal, donc la passion ne vient pas tout de suite. Mais après, avec le travail, là, vous commencez à vous passionner, à vous dire « Ah, c'est intéressant ». Et puis, quand on voyait, comme je vous disais, des Saint-Jacques, j'avais vu toujours des Saint-Jacques décoquillés, il fallait les défaire, ouvrir, enlever la chair, la barbe, on lavait, on faisait des soupes. Mais là, la passion commence à venir. Et puis, il y a le contact des gens aussi. Il y avait à l'apprentissage, il y avait une charcuterie, le patron avait une charcuterie, et dans cette charcuterie, on amenait des produits. Et là, je me souviens, j'ai un souvenir extraordinaire. J'avais une dame qui était à l'école, et quand elle m'a vu c'était un professeur, quand elle m'a vu dans la boutique, elle a dit à mon patron, celui-là, vous n'en ferez jamais rien. C'est pas... Incroyable. Et ça m'avait un peu vexé. Vous aviez quel âge? Voilà, 15 ans à peu près. Ah, et là, ça m'avait vexé. Mais par contre, ça vous fait rebondir. Ah, elle a dit ça, eh bien, je vais essayer de me rattraper. Et voilà, ça fait que je bouge. En fait, je trouve que dans votre parcours, vous avez eu un début un peu, que ce soit entre l'école ou cette phase-là où vous avez cette remarque de cette personne à la charcuterie, vous avez un retour qui est pas très valorisant de vous-même. C'est quelque chose qui vous a marqué ou vous aviez un ancrage familial tellement fort que vous êtes senti toujours valorisé quand même dans ce que vous étiez? Oui, c'est-à-dire Est-ce que vous auriez pu baisser les bras et vous dire voilà, c'est vrai, voilà, je suis bon à rien on peut baisser les bras quand on est gamin, mais il faut savoir réagir.
j'avais du caractère, je jouais au rugby, j'étais malin, j'étais pas physique, mais je lâchais rien. À l'apprentissage, c'est pareil. On me dit, il est trop petit, on va l'essayer, mais il n'arrive pas à pendre les viandes au frigo. Parce Alors, que moi, vous étiez trop petit en ouais, taille. ouais, en taille, et voilà. Donc, je mettais une cagette, et hop, j'accrochais les viandes au frigo. Vous voyez déjà, donc je ne me laissais jamais abattre. Vous ne Donc, laissiez pas faire par le contexte. Voilà, et je pense que c'est ça qui vous rend plus fort, moins vulnérable, et vous accrochez. Et après, vous dépassez les autres rapidement quand vous avez l'envie. Avoir l'envie, c'est ça aussi, de ne pas vous laisser faire. Et ça, c'est quelque chose, alors justement, on l'a beaucoup évoqué, quand on s'est rencontrés, et puis je l'ai beaucoup vu dans votre parcours, cette imprégnation du rugby. Est-ce que vous pensez que ça a été votre école à vous finalement, que le rugby vous a appris les fondamentaux qui vous ont servi après dans la cuisine? Mais je dirais presque que dans la cuisine, il y a des bases et dans le rugby, il y a des bases. Et je m'en suis servi énormément. Pareil, le physique, j'étais pas très grand, mais dans le rugby, il y a des petits, des gros, des grands. C'est vrai. Et ça fait une équipe demi de mêlée. J'étais pas sur le sûr. Je me suis dit hier, je suis sûre que si je lui demande, il était demi de mêlée. C'est vrai. Mais un demi de mêlée, c'est celui qui est derrière les avants et qui est juste avant les trois quarts. C'est lui qui introduit le ballon, c'est lui qui commande plus ou moins, même si ce n'est pas toujours le capitaine, c'est lui qui dirige, c'est lui qui est malin, c'est lui qui... et puis le rugby, je ne vais pas raconter, mais ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a appris la rigueur, le sérieux, les écoutes. Un gars tout seul, il n'est rien, un chef tout seul. Un capitaine, c'est pareil, tout seul, s'il n'a pas... Et une équipe ensemble, on peut défaire n'importe quoi. On a été champion des Pyrénées, champion de Terre-de-Garonne. Vous voyez, ah oui, c'est ce que j'ai vu d'ailleurs. J'ai vu qu'effectivement, vous aviez gagné en équipe, donc vous savez ce que c'est que d'aller chercher un objectif. Vous avez su très tôt, en fait. Ce que c'était que le combat, ce que c'était que la vie, ce que c'était que les copains, ce que c'était la rigueur, mais la sagesse. Et puis après, il n'y a pas que le rugby, il y a le travail derrière. Quand j'étais en apprentissage, je pouvais jouer au rugby la 3e année, puis après, le patron n'a plus voulu que j'aille. Ça fait mal aussi. Mais après, vous remontez là-dessus, vous rebondissez. Et puis, il n'y a pas que les copains dans la vie, il y a aussi le travail, il y a le respect des gens. C'est fabuleux. Vous avez un fort respect des gens, on en a parlé tout à l'heure pendant le déjeuner, parce qu'on a déjeuné ensemble avant, on y reviendra sûrement. Sur les quand on parle d'inspiration, donc le rugby a été une grande source d'inspiration. Votre inspiration professionnelle, celui qui reste votre mentor, votre inspiration, votre plus grande inspiration professionnelle, elle est incarnée par qui aujourd'hui? Il y a un monsieur avec qui j'ai travaillé pendant. Il y a déjà mon maître d'apprentissage avec qui j'ai beaucoup appris. Donc, vous savez, quand vous apprenez, même si c'est pendant 3 ans avec quelqu'un qui vous montre les bases, parce que les bases, c'est le socle, vous devez le respect à ce monsieur. Et malheureusement, il est décédé, mais il m'a appris beaucoup. Et après, il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Guy Leguet. Guy Leguet, j'ai travaillé 14 ans avec lui. J'ai travaillé chez le doyen pendant 7 ans. Et au Ritz avec lui pendant 7 ans. Oui, c'est lui qui vous a amené au Ritz. Voilà, c'est lui qui m'a amené au Ritz. Et je suis passé sous-chef avec lui et j'ai appris beaucoup. Vous savez, la transmission, c'est un petit peu, et le respect des gens, c'est de pouvoir aussi le transmettre aux autres. Lui, il m'a appris beaucoup de choses. Et ça, je l'appelle, vous voyez, monsieur Le Guay, lui aussi, comme Cardebord, Fréchon, Pierre, je m'appelle monsieur. Il y a un respect. On en garde quelque chose de ces personnages-là. Et lui, pendant 14 ans, il m'a appris comment on doit être un bon cuisinier, comment on construit, comment on éduque, et puis le transmettre. Il m'a appris à transmettre, il m'a transmis, et à mon tour, je dois transmettre. Et c'est ce que vous faites, on y reviendra aussi. Dans vos inspirations personnelles, quelle est la personne qui, d'un point de vue personnel, vous inspire le plus? Mais inspiration personnelle, il y a tellement de gens. Il y en a beaucoup. Oui, personnel, c'est les gens qui ont travaillé avec moi et qui ont réussi. Je trouve que ça, c'est personnel pour moi. C'est qu'ils ont travaillé avec moi pendant des années. Je vais prendre Jean-François Piège, un Fréchon, un Yves Candebord qui
qui est On vous salue d'ailleurs, si vous regardez la vidéo en replay ou en live, on voilà, vous salue. Yves, Fréchon, Emmanuel Renaud, tous ces gens-là ont réussi et sont devenus, si vous voulez… Vous les avez inspirés et à leur tour, ils sont devenus voilà, une source d'inspiration. Voilà, et maintenant, c'est moi qui regarde un petit peu leur parcours, ce qu'ils font. Je trouve qu'ils ont évolué et ce que je leur ai donné, ils en ont profité. Et moi, je m'inspire de ce que je leur ai donné. Vous voyez, c'est un petit peu le retour aux sources. Ouais, c'est un mouvement, un mouvement mutuel d'aller et venir entre les uns et les autres. Exactement. On a une question de Gaël qui nous demande si vous prenez toujours autant de plaisir à cuisiner aujourd'hui. Est-ce que vous cuisinez toujours autant? Alors, je cuisine beaucoup moins qu'avant. Je prends beaucoup de plaisir à cuisiner pour mes amis. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je cuisine aussi pour les clients, mais quand c'est des repas vraiment exceptionnels. J'ai de la chance d'avoir de bons cuisiniers avec moi, de bons chefs. Oui. Je sais m'entourer et ça a été difficile à un moment donné de passer le cap, de devenir un peu patron et en restant toujours chef. Et j'ai des chefs comme Philippe Cadeau, j'ai des chefs comme Jimmy, j'ai des chefs au café, dans toutes… Qui sont tous, derrière nous d'ailleurs, on les salue aussi. Voilà, qui ont toujours travaillé avec moi, qui savent à Montèche, à Toulouse. J'ai un chef qui est à Toulouse qui est… Vous avez un chef pour chaque restaurant voilà, dans le sud. Et qui ont travaillé tous avec moi, plus ou moins. Un à Montèche, il a travaillé au violon d'Ingres, Christophe Marc. Ils ont tous travaillé, ils se sont inspirés. Voilà. Et après, je les mets dans des maisons où ils sont associés, où ils deviennent chefs, mais c'est toujours l'esprit constant. Voilà, c'est toujours la cuisine. Je suis avec eux, je fais, on collabore ensemble, on fait des menus, on parle, on suit les saisons, bien sûr. Mais je fais moins de cuisine pour la réponse. Mais je suis toujours aussi passionné et je cuisine de temps en temps l'été, l'hiver et quand c'est des produits de saison ou des nouvelles recettes. Voilà. Après, eux, ils sont capables d'être chefs et ils sont aussi forts que moi. Alors, quand vous disiez l'esprit constant, moi, honnêtement, je le sens très fort, l'esprit constant. Pour ceux qui le connaissent peut-être un peu moins, qui n'ont pas eu la chance de venir à Paris ou d'aller dans vos restaurants, pour découvrir cet esprit-là, c'est quoi l'esprit constant? Les piliers de l'esprit constant? Ben c'est la rigueur, c'est le sérieux, c'est donner envie aux gens de faire, c'est aussi faire un bel apprentissage, former des apprentis, former des gens. La question de la transmission est très très forte chez vous, on va en reparler tout à l'heure. Oui. Très très forte, vous êtes très reconnu pour ça, notamment. Oui, et l'esprit constant, c'est un petit peu ça, c'est faire un plaisir aux gens, se faire un plaisir quand on fait la cuisine, et puis dans notre métier, il faut de la rigueur, du respect, et puis aimer les produits, aimer les gens aussi. Et puis c'est pas toujours facile derrière en cuisine. Il y a des moments, il y a des coups de feu, donc on n'est pas toujours agréable, mais ces moments-là, ça passe vite et on les récompense ailleurs, quoi. On en parlera tout à l'heure parce que justement, alors on peut en parler maintenant, hein, le passage de je suis un cuisinier passionné et bon et reconnu à je deviens un chef d'entreprise, parce que vous parliez aussi de diriger des équipes et que ce n'est pas toujours évident. On parle beaucoup aujourd'hui du bien-être en entreprise et la cuisine, c'est très exigeant. Comme vous disiez, c'est pas comme on disait tout à l'heure, le train part et arrive toujours à la même heure. Certains nous diront que non, mais en fait, c'est quand même réglé. Une cuisine, ça ne peut pas être réglé comme ça, donc il y a effectivement des coups de bourre. Avant de voir le manager que vous êtes devenu, le chef d'entreprise que vous êtes devenu, au moment où vous devenez chef d'entreprise, c'est quoi la bonne et la mauvaise surprise? Ben, la bonne surprise, c'est qu'on devient chef d'entreprise et puis on est heureux de créer sa propre maison, quoi. Son affaire. Donc là, on est très fiers, mais on ne se rend pas compte que derrière, il va y avoir du boulot. On ne se rend pas compte qu'on n'est pas que cuisinier. Il va falloir gérer le personnel, il va falloir gérer les problèmes de ventilation, de plomberie, il va falloir… Tandis que quand vous travaillez dans des palaces, quand vous travaillez dans des grandes maisons, vous appelez le service entretien, le gars il arrive tout de suite. Tandis que là, on gère autre chose. C'est les poubelles qui sont dehors, c'est le personnel qui n'est pas venu, il n'y en a pas assez, des extras. C'est autre chose. C'est passionnant, mais il faut former les gens. Et on n'est pas toujours formé quand on vient d'un métier de chef cuisinier et qu'on passe de l'autre côté. La tâche est très difficile, mais c'est passionnant. Après, on voit des clients aussi.
on va au contact. C'est autre chose. C'est quelque chose qu'on ne s'imagine pas. Il y a tellement de petits trucs qui font que on est beaucoup moins en cuisine, quoi. C'est vrai. Voilà. Et vous avez réussi justement à passer, moi je le vois à ma petite échelle, hein, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, on est habitué un peu à tout faire tout seul au départ. Et vous, c'était un peu votre histoire avec Catherine, votre femme. Voilà, vous étiez là dans votre restaurant à tout faire tout seul. Et comment on passe de ce cap-là? Parce qu'on voit bien que quand on reste dans cet esprit-là, on ne va pas pouvoir s'agrandir. Et donc, comment on passe de ce cap? Comment vous avez réussi à passer de ce cap de je fais tout? Et en plus, je suis très exigeant parce que beaucoup de chefs d'entreprise passionnés sont très exigeants. Il faut que je réussisse à prendre de mon temps pour former à cette question du temps. J'ai pas le temps parce que je fais plein de choses et que je suis exigeant, donc je prends le temps de bien les faire. Il faut quand même que je me dégage du temps pour former des gens. Mais disons que ça, c'est. Ça a été facile, naturel? Non, c'est pas facile, c'est pas naturel, c'est beaucoup de temps. Vous voyez, j'allais à Rungis, par exemple, à 4 h du matin. Après... Alors ça, il faut que vous nous racontiez. Vous me l'avez raconté tout à l'heure. Vos journées de fou, je pense qu'on sous-estime les journées que vous avez pu passer. On vous voit à la télé, si vous avez cette image un peu de Christian Constant, top chef, à la tête de restaurant super. Moi, je peux vous dire que c'est un travailleur acharné. Il m'a raconté une de ses journées il y a quelques années. Eh bien, partagez-la avec nous. Ouais, bon, disons que je partais à 4 h le matin à Rungis. Je finissais à minuit le soir, minuit 1 h, suivant les derniers clients. Voilà. Je partais à 4 h. Après, j'allais à Rungis. Je chargeais tout mon camion tout seul. Après, je revenais ici. Il fallait être là avant 9 h parce qu'après, il y avait les embouteillages. Les cuisiniers déchargeaient avec moi le camion. Après, je faisais cet programme avec Sophie Davant à l'époque. Donc, il partait à l'émission après Rungis, on décharge, on part à une émission de télé avec… Je préparais la recette avant, ici, tout seul, en cuisine. Et après, je partais avec mon camion. J'allais cet programme, je passais vers 10 h 30. Je revenais vers 11 h 30, midi, ici. Et je faisais le service. Et puis après, les problèmes qu'il y a après, aller voir les clients. Après, j'allais faire une petite sieste d'1 h ou 2 et je revenais pour le service du soir. Et ça, je le faisais 3 jours par semaine. Voilà. Vous diriez que c'était une de mes questions. Moi, je parle beaucoup de comment on peut… parce qu'à la base, j'accompagne des sportifs de haut niveau pour qu'ils puissent exprimer leur plein potentiel. Et vous, je trouve que sans recette, sans véritablement avoir été accompagné, vous êtes passé de… A priori, on me dit que je n'ai pas des bases fabuleuses, mais je me bats, je fais des choses. Je réussis à exprimer mon plein potentiel de qui je suis, dans le respect de ma personnalité, et en plus en étant reconnu pour ce que je fais. C'est du co-travail pour vous? Disons que, vous savez, quand vous commencez jeune, l'apprentissage, et que vous faites beaucoup d'horaires, c'est comme un entraînement. Plus vous travaillez, plus vous faites de sport, plus vous devenez fort, et plus vous travaillez, moins c'est difficile après. Bon, après, c'est un entraînement, c'est une passion aussi, il n'y a pas que le travail. Quand j'arrive au boulot le matin, j'arrivais à 4 h du matin. Vous étiez content? Mais ouais, je venais pas à reculons. Quand vous venez en vous faisant plaisir, quand vous choisissez votre métier, vous l'avez choisi vous-même, vous êtes passionné, vous allez vous faire plaisir. Si on vous impose quelque chose, c'est pas du tout le même cas. Non. Voilà, faut avoir l'envie, quoi. Et quand vous avez ça, vous avez presque réussi votre métier, quoi. C'est vrai. Voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre l'envie? Perdre l'envie, non. Douter, oui. Douter, oui. Quand j'avais perdu l'étoile, la 2e étoile au Michelin, avec Catherine, on a douté. Après, on s'est dit… Alors, juste pour la petite histoire, si vous ne connaissez pas cette histoire-là, je l'ai moi-même découverte en travaillant cette rencontre. Le chef Constant obtient 2 étoiles avec le violon d'Ingres. Exact. Et dans la foulée, après avoir obtenu la 2e étoile, donc là, vous êtes assailli de demandes, les gens font la queue dans la rue, vous êtes débordé, vous perdez la 2e étoile la 2e année, quasiment dans la foulée. Et là, donc la 2e étoile, on l'a faite, comme vous m'avez dit, avec ma femme Catherine, on l'a fêtée avec un Magnum. Voilà. Et là, on perd la 2e étoile. Quand on sait, alors c'est pas qu'une question de reconnaissance de travail, parce que je pense que c'est bien loin de ça, mais c'est les répercussions économiques que ça peut avoir sur un restaurant en tant que chef d'entreprise. Là, vous vous dites quoi quand vous perdez la 2e étoile et comment vous rebondissez? Qu'est-ce qu'on se dit? On est un peu atterré, quoi. Hein.
Et puis on a dit, on ne va pas se laisser faire. C'est vrai que ça fait mal quand vous avez un voiturier, une caissière, une vestiaire. Tout cela sont là quand même pendant donc, que vous avez perdu l'étoile. Et puis les clients il va derrière falloir ne les viennent payer. plus. Et les clients viennent moins. Une étoile, à mon époque, il y a 2000, peut-être aux alentours de 2000, c'est 40% en moins d'activité, quoi. Donc, combien vous avez dit? 40%, entre 30 et 40%. Donc, c'était énorme. Parce qu'on faisait le plein le midi, on faisait le plein le soir. Vous voyez, on faisait, on va dire 80 couverts le midi et 80 le soir. Donc, ça vous fait quand même, après, c'est difficile à gérer, quoi. Donc, on réagit. On ne se laisse pas faire, on s'assoit, on réfléchit. On met plus les petits plats dans les grands, on réduit tout, on essaye de gérer, on s'adapte. Et je prends tout en main, on réduit le personnel. Je ne vais plus faire des émissions de télé, je reste derrière, je bosse. On se recentre. On se recentre. Et là, il y a le couperet un petit peu au-dessus de la tête. Qu'est-ce qu'on fait? On continue ou pas? Donc, on ne se laisse pas faire, je ne me laisse pas faire, Catherine m'aide bien. Et là, on reprend du poil de la bête, ça revient, je change un petit peu, j'enlève les plats qui étaient un petit peu, soi-disant gastro, je simplifie, on fait des volailles rôties, on réagit, ça revient. Et après, je dis, bon, les étoiles, c'est fini. Si on en garde une, tant mieux, ça fait plaisir. Parce que toute ma vie, j'ai couru après. Mais il y a une pression énorme, les étoiles. C'est tous les jours, c'est la peur au ventre. Est-ce qu'on va la garder au mois de mars? Voilà. Et donc, maintenant, c'est fini. Je sais que je suis coach maintenant. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais, je sais ce qu'ils font avec moi. Après, j'ai moins de pression qu'avant. Donc, je me dis, je me suis dit, on s'est dit, on va prendre, il y avait un petit café à vendre, on va changer un peu le fusil d'épaule. C'est là que le concept des cocottes est né. Pas tout à fait. Je prends le café en premier et là, je fais un petit bistrot. Il y avait un bistrot, le café constant. Voilà. À côté. Et là, tout est collé en fait. Ici, voilà, vous ne vous rendez pas compte. Mais à gauche, on a le café constant. Ici, on est aux cocottes. Centre, voilà. Et à droite, on a le violon dingue. Et ici, on est au 135 et le café est au 139. Oui, bon, il y a 4 mètres à faire. Voilà. Et c'est un petit bistrot. Et là, je commence à faire les œufs mimosa, l'adobe de ma maman. Je fais simple. Vous voyez, un plat du jour, une entrée, et puis du jambon, très simple. Et puis petit à petit, ça monte, ça progresse. On avait une cuisinière de ménagère en haut. Et puis après, on a agrandi, on a mis une plus grande cuisinière, on a continué. Et puis ça, les gens du quartier, ils me disaient, ouais, c'est bien, c'est un peu moins cher qu'au Violondaire, on mange rapidement. C'est ça. Et c'est monté, maintenant on fait 200, 250 couverts par jour. Mais on a une clientèle de la rue, quoi. Et ça bosse, et ça travaille. Alors moi, ce qui me passionne toujours, c'est un peu le développement humain. Et ce qui m'a interpellée dans cette histoire-là, c'est ce parallèle entre parfois on se fait embarquer sur un chemin qui ne nous correspond pas forcément, qui est un chemin dit de la réussite, entre guillemets. Et finalement, ce n'est pas notre réussite à nous. Et des moments très désagréables de vie vont tout d'un coup nous recentrer. Et j'ai vraiment l'impression que la perte de cette deuxième étoile, c'est quelque part quelque chose qui vous a permis de complètement vous recentrer sur vous et ce que vous aimiez faire et ce que vous aviez envie de faire et la façon même dont vous vouliez vivre les choses avec votre femme, c'est-à-dire à un moment donné de se dire est-ce que ça vaut tout ce stress et est-ce qu'on n'a pas envie de vivre autre chose et de faire les choses autrement. Vous voyez, ça nous a fait réagir. Effectivement, au début, je ne voulais pas avoir d'étoiles ou de 2 étoiles au Violondaire. C'était parti pour faire une brasserie, une rôtisserie, quelque chose de simple, ce que j'avais envie de faire. C'est ça. Ce que j'avais plus envie de faire de stress. Et ils m'ont remis le stress derrière. C'est ça. Vous voyez, en me redonnant les étoiles. Ils y sont pour rien, les pauvres. mais c'est un peu le système. Voilà, c'est le système quand qui est on comme est exigeant. Ça. Voilà. Et puis, bon, on aime la perfection, et même on ne l'a pas toujours, mais on essaye de le faire. Mais c'est vrai que c'est des moments qui sont très difficiles. Mais ça nous remet en question, ça m'a fait réagir, ça m'a redonné l'envie de faire ce métier sans stress. Plus décontracté. Et puis, je suis devenu plus solide, un peu plus patron. Et puis, avec l'âge aussi, la remise en question. Et puis, l'âge a fait que je suis plus serein qu'avant. Je stresse moins. Après, c'est plus
c'est une question pas de fierté, mais d'être à l'aise, quoi, d'être à l'aise. Vous voyez, je vais aussi bien au violon serrer les mains, parler avec des ministres, des machins, ou au café parler avec des gens de la rue, quoi, des gens qui ne sont pas connus, et puis aucune importance. Et au café, c'est pareil. Il y a des gens de la mairie qui passent le balai le matin avec des poubelles, qui boivent un café avec moi, on discute. Tout le monde est important. C'est ça, dans la vie de la rue, c'est Dominique, que ce soit un gars de la rue, que ce soit un homme politique, un chanteur. Tout le monde a sa place dans nos maisons. Ça, c'est ce que j'aime. Est-ce que vous diriez que la perte de cette deuxième étoile, avec le recul, aussi désagréable a été le moment, a été une vraie chance pour vous? Ben, je dirais que ça a été plus que de la chance, ça a été la réussite peut-être de nos maisons. J'aurais pas pu continuer avec cette pression pendant des années. Il y a un âge pour tout. Il y avait l'âge quand j'étais chef dans les palaces, au Crillon, au Ritz avec Guy Leguet. Mais après, on n'a plus envie. Vous savez, vous avez été, je vais comparer encore l'Oribi, vous avez été international pendant 5, 6 ans, 8 ans. Après, vous n'avez plus le physique ou plus l'envie. Oui. Vous pouvez être coach, mais vous ne pouvez plus être joueur. Non. Et je pense qu'en cuisine, c'est pareil. À un moment donné, on a envie de faire ça. On a envie Vous avez appris à le faire autrement. Voilà, et je donne l'envie aux gens et je transmets justement ce passage de main et je conseille justement des gens qui sont jeunes, qui ont travaillé avec moi, qui ont des restaurants, ils viennent me voir et je les aide. Alors, on a Martine Priou, on vous dit bonjour, je suis une inconditionnelle, merci monsieur Constant. On a des questions, je vous ai découvert grâce à Top Chef. Est-ce que vous avez des conseils pour bien cuisiner au quotidien quand on n'est pas chef? Bien sûr qu'il y a de bons conseils. Déjà, aller faire son marché. Allez acheter vos produits à côté de chez vous, français. Voilà, pas loin, français, de qualité. Et puis, de saison, parce que plus vous achetez des produits de saison, moins ça sera cher. Et plus la valeur nutritionnelle est grande. Et je recommande, s'il y a le temps, de faire son petit marché, parce que maintenant, les femmes sont souvent pressées, ou les hommes. Donc, le samedi ou le dimanche, faire un petit peu la liste du marché pour savoir ce que vous avez envie, avec un livre à côté en regardant les saisons. Vous savez, c'est simple, et puis on peut manger même le midi et le soir la même chose et travailler autrement. Voilà. C'est ça. Et devenir... quand on n'est pas chef, après on peut faire, du moment que vous avez choisi des bons produits, faites-les simplement, c'est vrai. Voilà, et que ce soit fait avec amour, vous aurez gagné. Aujourd'hui, on est en été, donc des légumes, vous les sifflez, un bon filet d'huile d'olive, vous mettez ça vous fait une bonne salade le midi, et le soir, vous les faites poêler, et ça vous fait une petite omelette avec des légumes. J'ai un sacré chef à côté. Alors, on a d'autres questions. Merci pour ce partage. Comment bien cuisiner pour mieux manger au quotidien? Il y avait une question sur la tendance végane. Vous en avez entendu parler de cette tendance végane? Vous en pensez quoi? Alors, c'est pas mon style de cuisine, mais je pense qu'il y a une cuisine pour tout, et puis il faut s'adapter à tout. Ça marque quand même une conscience autour de la nourriture qui évolue quand même. Voilà. Mais les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent. Et ils mangent moins à notre époque, on mangeait le poulet le dimanche, des huîtres de temps en temps. Vous voyez, mais maintenant, on mange trop de... Après, il y a eu l'excès de la viande. Trop de viande. Et vegan, pourquoi pas manger que des légumes de temps en temps. Rien que vegan, c'est pas ma passion. Non. Mais une bonne coupe de bœuf, voilà, c'est quand même bon, ou une pomme de terre farcie, voilà. C'est ça. Mais on peut la farcir de petits légumes si vous voulez. Farcie au pied de porc. Oui, mais pas super recette pour le vegan, ça ira pas. Pour le vegan, ça n'ira pas du tout. Je voudrais revenir sur. On sort un peu de la cuisine. Je continue mon interview. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Chef d'entreprise. Et vous êtes quand même reconnu, donc c'est pas que je l'ai pas découvert, je l'ai découvert, je peux dire quand même, mais ça montre aussi l'étendue de votre humilité, de votre simplicité. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que vous portez comme un étendard, mais vous êtes quand même connu aujourd'hui pour être le transmetteur quand même de la cuisine. Vous avez transmis à tellement de cuisiniers, on vous appelle chef Constant parce qu'il y a une question de transmission qui est très très forte chez vous.
Et vous faites tout ça en discrétion, voilà, avec beaucoup d'humilité. Mais on peut le dire aujourd'hui, vous êtes quand même très reconnu pour cette question de transmission. Pour vous, c'est normal la transmission? Ça a toujours été? Moi, je crois que on m'a transmis, je dois transmettre. C'est le socle, c'est la base. Les cuisiniers, c'est des artisans, quoi. Donc, on doit se devoir de transmettre et de donner notre savoir. Moi, j'ai eu des chefs à l'époque, ils cachaient leurs recettes. C'est ce que j'allais vous dire. Avec l'avènement de la télé, de Top Chef, de toutes les émissions, il n'y en a pas qui se prennent pour des artistes maintenant? Si, peut-être. Sûrement. Sûrement. Mais je crois que… Non. Et l'important, c'est de pouvoir transmettre et de donner cette envie plutôt que de cacher. On n'est pas longtemps sur la terre, donc autant faire profiter des gens qui eux retransmettront derrière. Je crois que c'est un plaisir, c'est un honneur. Et puis, vous savez, vous avez la reconnaissance derrière. Quand vous avez transmis, je ne vais pas reciter encore les anciens, et que c'est je vais dire, les pièges Jean-François, Emmanuel Renaud, tout ça. Et Cordebord, je n'oublierai pas. Et que ces gens-là, ils sont devenus meilleurs que vous. Ils ont dépassé le maître. C'est ça la transmission, c'est ça la fierté. Alors ça, c'est hyper important ce que vous dites, parce que j'ai entendu dans une conférence récemment et ça m'a marqué. On m'a dit un bon manager ou un bon chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de recruter ou de former des gens qui sont meilleurs que lui ou qui seront meilleurs que lui. Ça, c'est quelque chose qui vous caractérise quand même. Oui, facile. Mais être meilleur que soi, c'est pas grave, du moment que la réussite soit bien derrière. Parce que nous, on n'est pas éternel. Exactement. Moi, j'ai formé des gens qui ont 40 ans maintenant. Moi, j'en ai 68. Donc, j'arriverai pas à tenir 10 ans encore. Et quand vous voyez que ces jeunes, quand vous allez manger chez eux et que vous vous régalez et que ça a un petit peu de votre cuisine, mais qu'ils l'ont amélioré. Et voilà. Améliorer ou changer ou faire leur sauce. Voilà. Ils l'ont fait à leur patte, quoi, à leur façon. Si je fais le parallèle avec l'entreprise, aujourd'hui, vous savez, on parle beaucoup, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais effectivement, le bien-être en entreprise, le côté des managers. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement, à partir du moment où un manager a peur de perdre de son pouvoir ou de son savoir, il est par définition un mauvais manager. Il ne peut pas bien transmettre. Ben oui, vaut mieux qu'il s'en aille s'il a peur de la concurrence. Je pense que pour transmettre, il faut être capable de montrer aux gens. C'est-à-dire que la transmission, même moi encore, si je ne suis pas toujours avec les équipes, je suis capable de montrer et de dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Un manager, c'est ça, c'est qu'il est capable aussi de remonter les manches et de montrer l'exemple. Oui. Pour moi, c'est la base. On peut pas, vous n'aurez plus de pouvoir si vous n'êtes pas quelqu'un qui a transformé et qui est capable encore de montrer comment il faut le faire. Il faut montrer l'exemple. C'est ça. La question d'exemplarité est très forte en cuisine en général, chez vous encore plus. Ben oui, je crois que tous les jours, par exemple, je vais serrer la main à mes employés, je discute avec eux, ce qui va, ce qui ne va pas. Je vais en cuisine pour parler. C'est ça aussi qui est important. Et c'est pour ça que les gens vous respectent. Parce qu'ils voient que vous êtes un professionnel. S'ils étaient plus forts que moi dans ma maison, c'est que je pourrais partir. C'est que le travail aura été fait derrière. Ou alors c'est que je serai plus bon. Ah oui, ça à mon avis, c'est pas près d'arriver. Alors justement, la question du départ, ou en tout cas d'avoir envie justement de passer la main, c'est quelque chose qui aujourd'hui, parce que vous êtes tout le temps là et comme vous le dites, cette question d'exemplarité, à un moment donné, elle nous fait quand même nous dire en tant que chef d'entreprise, le jour où je suis plus là pour montrer l'exemple, est-ce que ça peut continuer après moi, sans moi ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui, parce que j'imagine qu'avec toute la carrière que vous avez eue, vous aimeriez peut-être partir plus souvent en vacances avec Catherine, voilà, profiter de la vie. Et en même temps, vous avez quand même cette conscience que l'exemplarité est très forte. Donc, comment vous managez ça et qu'est-ce que vous vous dites pour après? Mais pour après, je pense sur cette transition. Ouais, cette transition, j'ai formé des chefs. Et puis maintenant, je pense qu'il va falloir que tout en continuant dans l'entreprise, il va falloir que je forme des directeurs pour qu'ils puissent m'accompagner et faire de cette maison ou de ces maisons ce qui ressemble à Christian Constant.
D'un point de vue de l'organisation, voilà, après avoir formé des chefs cuisiniers. Voilà, je vais former des directeurs de salle ou de management, quoi, voilà, qui puissent œuvrer à leur façon, mais en ne lâchant pas ces maisons, quoi. Ça serait dommage de lâcher un café, les cocottes. Mais mon but, c'est de les saucissonner, en fait, de voilà, ne pas garder cet ensemble cohérent. Voilà, je pense que le but, c'est ça, c'est de ne pas lâcher. Et puis, vous savez, tant que vous êtes en forme, tant que vous avez la santé, il ne faut pas lâcher, il ne faut rien lâcher. Vous n'avez pas envie de lâcher, en fait. Non, pas pour vous avez envie de profiter un peu plus. Profiter, mais bon. Voilà, mais être de temps en temps, parce que j'ai quand même 7 affaires au total, donc il faut que j'arrive à… C'est pas rien, 7 restaurants. Voilà, 7 restaurants, il faut que j'arrive quand même à aller un peu à droite à gauche, pas lâcher ni l'un ni l'autre, et pas être présent plus dans une maison que dans une autre. Donc, et puis prendre un peu de vacances, parce que Catherine, sinon, m'engueule. Catherine, c'est sa femme, elle est absolument adorable, on l'embrasse aussi, elle est derrière son écran, on le sait. Catherine, on vous embrasse. On parlait de la pression des étoiles, et moi je trouve qu'il y a une pression peut-être insidieuse aussi, qui est toute nouvelle. Il y a TripAdvisor, il y a tout ce système de notation. Un jour, je discutais avec Imanol Arinordoki, qui est un ami. Ah oui, Imanol. Et qui me disait, et c'est ce que je vous disais aussi, nous, à la sortie, à la fin de chaque match, on a la note dans l'équipe. Donc, la sanction, elle est immédiate. Est-ce que ça a changé votre façon de cuisiner? Est-ce que le stress en cuisine est devenu plus grand depuis que vous savez que n'importe qui peut poster n'importe quoi sur votre cuisine en direct, de façon plus ou moins objective? Est-ce que ça a changé votre rapport à la clientèle ou à la cuisine en général? Alors, disons qu'on essaye de ne pas trop me les montrer. Parce que moi, TripAdvisor, je ne connais pas et ce n'est pas ma tasse de thé. Mais après, ce qui m'énerve un petit peu dans ces commentaires, dans ce système et dans ces commentaires, que ce soit TripAdvisor ou d'autres, c'est qu'on est jugé par des gens qui ne sont peut-être pas des cuisiniers, ne se rendent pas compte de ce qui se passe derrière, le travail qui se passe derrière. Après, bien sûr, quand c'est justifié, pourquoi pas? Mais on n'est pas des cibles. Il y en a marre que n'importe qui marque n'importe quoi. C'est vrai. Après, nous, on fait tout nous-mêmes. Tout est cuisiné ici. Bien sûr qu'on peut être à la faute. On est des artisans. Moi, quand je vais chez le pharmacien ou chez le docteur, je ne vais pas critiquer. Si ça ne va pas, j'y vais plus. Mais si les gens reviennent et que le restaurant est complet, c'est qu'il y a quand même une âme, il y a quelque chose. Oui. C'est trop facile de dire que c'est pas bon ou trop salé. Tout est fait avec goût, avec amour. Et puis, on peut se tromper. On a des apprentis, on forme. Et la formation, c'est un petit peu ça. C'est qu'il peut y avoir des erreurs. On ne peut pas tout maîtriser. Le chef, il ne fait pas tout. C'est pas comme dans une maison où quand on fait la cuisine, quand je vois des commentaires, moi, je suis capable de faire mieux que le chef Constant. Oui, bien sûr. À la maison, moi, j'ai 10 sur 10. Parce que je fais à manger pour 4, 5. Le service est plus facile. Enfin, c'est pas pensable. Mais, voilà. Moi, pour tout vous dire, j'ai pris une salade niçoise ce midi. Ça paraît tout bête. Mais non, même chez moi, si je cuisine bien, la sauce fabuleuse qui arrosait cette salade niçoise, je la refais pas. Enfin, c'est pas possible. Les gens peuvent pas quand même dire qu'ils cuisinent comme vous dans leur cuisine. Non, c'est pas possible. Et après, moi, j'ai remarqué ça aussi. Je vous coupe. Pour avoir regardé, je suis une fan inconditionnelle de Top Chef. Je ne sais pas si vous êtes nombreux, mais moi, en tout cas, j'étais une grande fan de Top Chef. Et je trouvais qu'au fur et à mesure des émissions, les gens qui goûtent, vous savez, sur cette émission à la finale, ils finissent par presque avoir des langages, se prendre tous pour des critiques culinaires. Ça explose en bouche, ça fait ceci, ça fait… Non, est-ce que les gens finalement se prennent pas tous un peu pour des critiques gastronomiques depuis toutes ces émissions? Exactement, quand on voit la télé, quand les émissions dont j'ai participé dans Top Chef. 5 années de Top Chef. Voilà. Et c'est vrai que les gens croient que c'est une émission de télé. Non, la cuisine derrière, c'est tous les jours on se remet tous les jours en scène. L'émission de télé, ça ne dure pas très longtemps. Et puis, c'est qu'une petite image, c'est qu'une recette à faire. Nous, on commande tous les jours. Si le poisson n'est pas arrivé, il faut que je me débrouille sur la carte. Il faut que je réagisse
par exemple, vous voyez, à la télé, Tout n'est pas calibré. Non, tout n'est pas calibré, tout est. Et les gens se C'est plaignent. qu'une recette. Les gens se plaignent de l'industrialisation et finalement, dès qu'il y a un côté artisanal, ils supportent pas non plus la coquille ou la Voilà. différence Ou quelque chose qu'il y a dans l'assiette et qui pourrait, ça peut arriver. Ça ne devrait pas, mais ça le peut. Ça peut. On est des artisans, voilà. Et on est surtout des êtres humains. Voilà, Donc, et à partir du moment où on veut transmettre, il faut accepter l'erreur, la sienne et celle des autres. Le temps est passé à une vitesse folle, donc on est déjà quasiment à la fin, mais ce n'est pas terminé. Ah. D'abord parce que j'avais une question mystère posée par quelqu'un que vous connaissez. Ah. Je vous laisse l'ouvrir. C'est la question qu'il avait envie de vous poser aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez la lire ? La cuisine et le rugby. Christian, aurais-tu aimé manager une équipe de rugby? Si oui, laquelle? Donc, c'est signé d'Emmanuel Aridancourt. On t'embrasse aussi. Voilà, ouais. Mais là, il me pose une question un peu délicate. Il va se faire des parce ennemis. Que, voilà, là je marche sur des... D'abord, j'ai le cœur de... Je suis né à Montauban et mon cœur est à Montauban. Voilà, mon cœur est à Montauban. Après, j'aime tellement de belles équipes. Il y a Biarritz, il y a voilà, il y a, je ne vais pas les citer, Clermont, il y a Toulon, c'est des grosses cylindrées. Mais bon, je ne suis pas à ce stade-là. Et s'il y en avait une, si je devais choisir, c'est Montauban par le cœur. Montauban pour le cœur. Ils sont quand même bons. Ils ont été champions de France en 1967. Et ils ont failli monter cette année. Oui, mais j'avais que 17 ans, donc c'est pas mieux. Je vous propose de finir par un... Alors, je vous ai dit, moi j'ai toujours rêvé de faire le dos à dos de Catherine Sellac, de Thé ou Café. Bon, ben voilà, je vais m'autoriser ce plaisir avec vous. On va faire un dos à dos, une interview flash pour terminer cet entretien. Alors, vous devez répondre de façon... Oui, vous devez répondre de façon spontanée. D'accord? Ok. Alors, possessif ou indépendant? Possessif. Pressé ou patient? Pressé. Cérébral ou instinctif? Instinctif. Sucré ou salé? Salé. Footing ou sieste? Footing. Rhum ou whisky? Rhum. Anxieux ou confiant? Anxieux. Pierre Auger ou Jean Humbert? Pierre Auger. Londres ou Lisbonne? Londres. Pelou ou du sautoir? Joker. J'en étais sûre. Brunch ou apéro? Apéro. Foie gras d'oie ou foie gras de canard? Canard. Tendresse ou passion? Les deux. Texto ou coup de fil? Coup de fil. Mer ou montagne? Mer. Télé ou ciné? Télé. Clermont ou Stade Français? Stade Français. Factuel ou philosophe? Factuel. Stressé ou serein? Stressé. Spontané ou réservé? Réservé. Blonde ou brune? Blonde. Docile ou rebelle? Rebelle. Classique ou rock? Classique. Classique. Merci, chef Constant. Eh bien, moi, je trouve quand même que vous êtes carrément rock, même si vous me dites que vous êtes classique. Ma petite conclusion. J'ai préféré dire classique. Hein. Pourquoi je vous trouve carrément rock, en fait. Ouais. Rock'n'roll. C'est vrai, je vous trouve rock. Finalement, vous l'êtes. Un peu. On est d'accord. Donc, si on veut être complètement rock, vous connaissez le final de cette émission? Non, je m'excuse, je ne connais pas. Eh bien, le rituel de la fin de ce live, c'est la grimace. Ah. Est-ce que vous avez gardé votre esprit rock'n'roll d'âme d'enfant? Peut-être. On teste? À bientôt, on se retrouve pour les prochains lives. Salut tout le monde. Salut.